Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Aurélien Pradier, qui est député du Lot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes non inscrit à l'Assemblée nationale, mais vous êtes toujours membre du bureau politique des Républicains. Oui, parce que c'est ma famille politique, j'y ai des amis, et donc je crois que je reste membre du bureau, du bureau politique, en effet. Alors je reviendrai sur les Républicains tout à l'heure, mais je voudrais quand même ouvrir cet entretien avec cette rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron hier à la Maison-Blanche, dont on a beaucoup parlé et dont parlent les médias américains ce matin. Et hier soir, ils en ont parlé toute la soirée. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à la Maison-Blanche, a ramené l'Europe dans le jeu entre Trump et Poutine? La réponse est non. Est-ce que c'est une étape qu'il fallait franchir? Sûrement. C'est le rôle du président de la République de se rendre aux États-Unis comme il l'a fait. Mais mesurons à quel point le chemin est long. Ce qui se joue aujourd'hui est absolument déterminant, pas pour seulement l'avenir de la France, mais pour l'avenir du monde. Il faut mesurer la gravité des enjeux, y compris diplomatiques. Le président Trump a à l'esprit de recréer un axe de force entre les États-Unis et la Russie. Et notamment pour aller rediscuter ensuite avec la Chine, dans un rapport de force qui ne sera pas le même, puisqu'il aura à ses côtés le soutien de la Russie. Qu'est-ce que nous pesons là-dedans? La vérité est que nous ne pesons quasiment rien. Et la mise en scène à laquelle on a eu droit d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, hier, est une petite goutte d'eau dans l'immensité de ce que l'Europe et la France ont à reconstruire, y compris sur la question ukrainienne. Et ce qui me manque, moi, sont les conditions que la France et l'Europe vont poser. À quelles conditions acceptons-nous demain un accord de paix qui serait signé, peut-être dans le dos des Ukrainiens, en tous les cas dans notre dos? C'est une question fondamentale. Il n'en a pas été question oui, hier. mais Aurélien Pradier, pour l'instant, il n'est pas question d'accord de paix. Il est question déjà de trouver les conditions d'une première trêve dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous êtes bien d'accord? Nous sommes d'accord sur cela. Mais là encore, que pesons-nous? Regardons les intérêts que défend Trump. Vous vous rendez compte de la vision du monde qui peut être la sienne? Depuis plusieurs jours, de quoi est-il question entre Trump et l'Ukraine? Il est question des terres rares. Oui. Il est question d'un accord C'est ce que marchand. veut Trump. Il veut mettre la main. Bien sûr. Il veut bien mettre sûr. la main sur les richesses minières ukrainiennes. Et vous vous rendez compte la vision du monde qui est la sienne? C'est un accord commercial. Le sujet pour Trump n'a rien à voir avec le sujet des valeurs que nous défendons, nous, l'Europe et la France. Son sujet, c'est un sujet mercantile. C'est sa vision du monde. C'est la vision que lui et que Musk portent. C'est la vision désormais qui est celle des États-Unis. Une vision mercantile des relations humaines. Qu'est-ce que nous pesons là-dedans, nous, l'Europe? Et puis, pardon, Jean-Jacques Bourdin, mais que pesons-nous, la France, qui a une situation déficitaire budgétaire catastrophique, une situation politique instable? Aurélien Pradier, à force de répéter que nous ne pesons rien, que nous n'existons pas réellement. Je veux dire, ce discours est un peu nihiliste, non? Non, il n'est pas nihiliste. Aurélien Pradier, il est réaliste, oui, mais l'Europe n'est-elle pas, à l'occasion de ce conflit, à l'occasion de ce dialogue nouveau entre Trump et Poutine, l'Europe n'est-elle pas en train de se retrouver, de se reconstruire, d'exister autrement? Vous avez vu les déclarations des uns et des autres? Oui. Je vais y revenir. Jean-Jacques Bourdin, vous avez raison. Mais la première étape à tout cela, c'est la lucidité. Et ce que je dis n'est pas une position défaitiste, c'est une position de lucidité. Parce que je ne peux pas me satisfaire à ce que depuis des mois, et peut-être même des années, nous jouions les enfants dans cette scène-là. Alors, l'issue, puisque nous en parlons. Alors, que devons-nous faire en Europe? Première chose, nous devons, en Europe, nous réarmer. C'est une question fondamentale. Ça fait 15 ans qu'on le dit. Ça fait 15 ans l'Europe est divisée sur cette question. Non, elle n'est pas si divisée que cela. Chaque pays est en capacité. Orban, mais nous n'avons à pas besoin, Jean-Jacques Bourdin, nous n'avons pas besoin que tous les États de l'Europe soient en accord pour que chacun puisse aussi se réarmer, y compris la France. Et cette question du réarmement, elle est fondamentale, y compris notre industrie militaire dans un pays comme le nôtre, c'est essentiel. Et puis j'ajoute un dernier point, qui en diplomatie va vous paraître une arme secondaire et qui pourtant est fondamentale. C'est notre vision du monde. Donald Trump a une vision du monde. C'est la vision mercantile que j'évoquais tout à l'heure. Et elle est claire. Les Chinois ont une vision du monde. Les Russes ont une vision du monde, celle de l'impérialisme. Quelle est la vision du monde de la France et de l'Europe? Et vous avez raison de dire que là, nous avons un espace. Nous qui croyons aux libertés, nous qui croyons à la citoyenneté, nous qui croyons au respect des frontières, c'est une vision que nous devons adresser au monde. Et cette question-là, c'est la question qui est pendante aujourd'hui. De cette situation
peut sortir le meilleur ou le pire. Je souhaite qu'il sorte le meilleur pour l'Europe, mais je ne me satisferai pas d'un petit spectacle, parce que la situation est beaucoup trop grave. Oui, mais il est évident. Mais on ne peut pas ne pas dialoguer avec Donald Trump. Vous serez d'accord, Aurélien Évidemment Pradier. qu'il nous faut dialoguer avec lui. Je n'ai pas dit l'inverse. Mais il nous faut confronter sa vision avec notre vision du monde. Alors, notre vision. Mais enfin, nous sommes parcourus de divisions en Europe. Pourquoi? Nouvelle aide militaire à l'Ukraine, qui a été décidée hier, 3,5 milliards d'euros. Chaque pays contributeur va devoir faire un effort. Donc la France va devoir faire un effort. Est-ce que nous devons faire un effort budgétaire pour améliorer notre budget militaire, pour augmenter nos dépenses militaires? Oui ou non? Et au dépend de quoi? La réponse est oui. Et d'ailleurs, nous avons depuis quelques jours la démonstration que c'est nécessaire. Le président de la République française agite la question de la dissuasion nucléaire depuis quelques jours, avec une faute gigantesque qui est l'idée de la partager avec d'autres pays. Mais non, c'est pas lui qui l'a agité, c'est Merz qui l'a agité en premier. Mais il se trouve qu'Emmanuel Macron... C'est le futur chancelier allemand, non, Jean-Jacques Bourdin, pardon, mais il y a déjà plusieurs mois, Emmanuel Macron avait agité cette question de la dissuasion nucléaire. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la capacité de faire peur avec autre chose que la dissuasion nucléaire. Or, c'est une faute. La dissuasion nucléaire... Heureusement que nous l'avons, non? Bien sûr, mais je ne vous dis pas cela. Je vous dis simplement que la dissuasion nucléaire, c'est de la dissuasion. Et que ça fonctionne dès lors que vous êtes en capacité d'avoir une force militaire avant l'arme nucléaire, évidemment, pour faire peur à d'autres pays du monde. Il faut que notre budget militaire se renforce. Il faut que notre industrie Il a déjà été renforcé, il faut encore accélérer. Il faut accélérer, évidemment, sur ce sujet. Les investissements militaires. Bien sûr, il nous faut réorganiser, comme c'est déjà le cas en partie, notre industrie d'armement, qui dans notre pays est une chance considérable et qui a besoin de soutien supplémentaire. Et puis, je le redis, il y a une arme qu'il nous faut utiliser, c'est la diplomatie. Je sais que dans une période et dans un monde qui nous paraît fracassé de toutes parts, ça nous paraît dérisoire, mais pour élargir le sujet, sur l'Ukraine, comme sur l'Algérie, comme sur tous les autres pays du monde, ce qui manque aujourd'hui à la France, c'est la diplomatie. Et pourtant, Jean-Jacques Bourdin, depuis des décennies, peut-être même des siècles, ce qui a fait la force de la France n'était pas tant sa force militaire que sa force diplomatique, et cette force diplomatique, nous l'avons perdue. Bien, Aurélien Pradier, donc la France doit faire un effort financier pour son industrie de défense et pour sa défense, on est bien d'accord, donc il va falloir trouver de l'argent avec le budget que l'on connaît, vous en serez d'accord. Bien sûr. Il va falloir que les critères de Maastricht volent en éclats, le fameux 3% vole en éclats au niveau européen. Il va falloir que l'Europe aussi dépense. Alors certains ont envisagé un grand emprunt européen de plusieurs centaines de milliards d'euros. Vous y êtes favorable? Pardon de revenir à ce que j'évoquais à l'instant, Jean-Jacques Bourdin, mais vous renforcez une armée ou des armées, vous renforcez une force de frappe militaire quand vous avez une vision. J'insiste sur ce point, mais parce que c'est dramatique. Aujourd'hui, tous les autres pays du monde ou les grands espaces du monde portent une vision. Alors, quelle est la vision de l'Europe? Eh bien, c'est toute la question, Jean-Jacques Bourdin. Quelle est la vision de l'Europe? Qu'est-ce que nous défendons? Qu'est-ce que nous défendons en Ukraine et ailleurs? Eh bien, je pense que c'est ce travail-là que nous devons faire. Et dans ce travail-là, défendons-nous? Je vous pose la question. Dans ce travail-là, la France a un rôle essentiel. Ce que nous défendons, c'est la souveraineté des États. C'est ce que nous avons toujours fait. Ce que nous défendons, Jean-Jacques Bourdin, c'est la paix. La paix, donc la souveraineté des États, donc nous défendons l'Ukraine contre l'agression russe. Mais bien sûr, mais c'est ce que nous faisons déjà depuis des mois. Il n'y a pas l'ombre d'un débat. Mais revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, est-ce que nous devons aider encore plus l'Ukraine financièrement et militairement? Oui, j'ai répondu à cette question il y a un instant. Oui, bien sûr. Mais nous devons aussi renforcer notre diplomatie. Et tout se tient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous avons quelques difficultés de dépendance avec d'autres pays du monde? C'est le fait notamment que d'un point de vue énergétique, nous ne soyons plus dépendants. Vous voyez ce que j'essaie de faire, Jean-Jacques Bourdin? Ce n'est pas de me défausser, mais c'est d'élargir le champ de vision. Ce qui fait que la France n'a plus de vision aujourd'hui et de poids dans le monde, c'est par exemple le fait que nous n'ayons plus de souveraineté énergétique. C'est le fait, dans quelques années, que nous n'aurons plus de souveraineté alimentaire. Je vous le dis ici à votre micro, Jean-Jacques Bourdin. Dans quelques années, l'alimentation sera le nerf de la guerre, le nerf des guerres dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes équipés pour avoir une souveraineté alimentaire? Celle que nous avons eue à la reconstruction, à l'après-guerre? La réponse est non. Et oui, quand on parle de notre agriculture, quand on parle de notre souveraineté énergétique, on prépare la paix de demain ou on prépare les dépendances de demain. Tout ça se tient. Alors que vous êtes proche de Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, enfin proche politiquement, non? Oui, c'est une sensibilité qui est proche de celle des Républicains historiquement. Lorsqu'il dit c'est une révolution dans la bouche des Allemands, lorsqu'il dit nous sommes prêts à placer l'Allemagne sous protection nucléaire française et britannique,
C'est une révolution, non? Bien sûr que c'est une révolution. C'est une évolution même en Europe. Mais parce que l'histoire ne se répète jamais deux fois de la même manière. Est-ce qu'on doit dire oui à M. Merz? Oui, nous sommes prêts, nous, à mettre notre bouclier nucléaire à votre disposition. Que la France ait un rôle de protection, y compris de certains de ses partenaires européens, la réponse est oui. Parce que nous l'avons toujours fait, y compris d'un point de vue militaire, il y a quelques longues décennies. Nous avons toujours eu ce rôle de protection, qui est un rôle mutuel. Mais j'insiste, Jean-Jacques Bourdin, n'allez pas à la facilité. La facilité, ce sont ces débats, y compris sur l'arme nucléaire, où chacun joue un peu à se faire peur. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de faire. M. Merz va à la facilité. Bien sûr qu'il va à la facilité, comme beaucoup d'autres, y compris dans notre propre pays, y compris lorsque le président de la République française parle de dissuasion nucléaire, comme ça, comme si c'était une solution et pourquoi facile. Ne pas mettre en place une clause mutuelle de défense entre plusieurs pays d'Europe? Mais nous avons déjà, dans le cadre notamment... Dans le cadre de l'OTAN. Et bien sûr, dans le cadre de l'OTAN, des accords de ce type-là. Pourquoi ne pas signer de nouveaux accords européens? On oublie les États-Unis, européens, qui permettraient de mutualiser la défense européenne. Moi, vous y êtes favorable ou pas? Je n'ai pas d'opposition à cela. Je dis simplement qu'il y a une chose qui ne se négocie pas, c'est l'autonomie militaire et stratégique de la France. Oui, c'est la règle, depuis toujours. Oui, mais ça ne se négocie pas. Et j'insiste sur tout ce que je viens de vous dire. Tout cela, c'est une manière au fond de montrer nos muscles alors que nous en manquons. Je le redis, Jean-Jacques Bourdin, comment voulez-vous que l'on impressionne le monde avec une arme nucléaire si l'on n'est même pas capable dans les années qui viennent d'avoir une indépendance énergétique et alimentaire? Tout ça ne se tient pas. Vous faites peur avec la grosse artillerie, pour dire les choses simplement, si déjà vous êtes capable d'assurer devant le monde une certaine indépendance. Alors, la France et l'Algérie, forte tension. Alors, que faut-il faire? J'avais tout à l'heure le représentant des Kabyles, du peuple kabyle, qui nous disait que l'Algérie volontairement agitait ces tensions, volontairement pouvait provoquer même jusqu'à des attentats, le rôle des influenceurs, enfin, etc., etc. Que faut-il faire aujourd'hui? Vous me parliez de diplomatie. Très bien, c'est ce que dit Dominique de Villepin. Il dit non, je ne veux pas dire que l'Algérie est une dictature. Moi, je prône la diplomatie. Vous aussi? Dominique de Villepin a raison sur beaucoup de points. Est-ce que l'Algérie est une dictature? Pour moi, c'est un régime qui se comporte comme un régime de dictateur. Oui, les choses sont claires. Mais mon jugement moral, Jean-Jacques Bourdin, il est très clair sur l'Algérie et sur l'autorité algérienne, plutôt, pour être plus précis. L'autorité, oui. Bien sûr. Mais pour le reste, Monsieur Tebboune, ce qui compte, c'est que nous avancions. Au fond, vous le voyez, l'influenceur algérien qui nous a été renvoyé comme un colis au début de l'année, c'était début janvier. Et depuis, est-ce qu'on va laisser couler le sang sur le sol français aussi longtemps? La seule chose qui compte, Jean-Jacques Bourdin, c'est que nous puissions renvoyer ces individus dans leur pays. Alors disons les choses clairement. Comment obtient-on ça? Par la diplomatie, comme vous disiez tout à l'heure? Mais bien sûr. Que vous défendiez la diplomatie. Mais la diplomatie, c'est pas la gentillesse. La diplomatie, c'est le vrai rapport de force. Alors soyons très clairs, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Quel est aujourd'hui le premier fournisseur de gaz qui a remplacé la Russie pour l'Europe, en rentrant par l'Italie et par l'Espagne? Oui. L'Algérie. L'Algérie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gaz naturel vient d'Algérie. On ne peut pas faire les gros bras. On ne peut pas faire les gros bras en expliquant... Le gaz naturel liquide ne vient pas que d'Algérie, vous le savez bien. Il ne vient pas que d'Algérie, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Beaucoup des États-Unis, mais sauf que beaucoup de Russie. Jean-Jacques Bourdin. Et d'ailleurs, dans le monde. Soyons précis. Alors, en Algérie, oui. Pardon, j'insiste parce que c'est un point essentiel. Alors, il faut avoir les deux yeux ouverts, pas seulement un. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Algérie est un fournisseur qui a remplacé quasiment principalement, mais qui a remplacé quasiment principalement la Russie. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'est défait de la Russie pour ensuite se tourner vers l'Algérie. Enfin, le gaz naturel russe entre en Europe et même plus 80% d'importation de gaz russe en 2024. Oui, mais l'année dernière, Jean-Jacques Bourdin, le volume de gaz que nous importions d'Algérie était plus important. Que fait-on avec ce gaz? Et donc nous devons avoir cette discussion globale. On dit non. Je vais insister sur... Non, je ne dis pas qu'on dit non. Laissez-moi définir ce que je veux dire. Alors allez-y. Un autre point précis. Aujourd'hui, toute la zone du Sahel, qui est un bastion terroriste et un nid à terroristes, nous avons besoin que les autorités algériennes fassent un peu leur boulot pour éviter que tout le monde nous arrive directement. Nous avons besoin de l'Algérie. Mais nous avons besoin de tous les pays du monde. Aujourd'hui, la France discute avec la Syrie. Vous croyez que ce sont des enfants de cœur, la Syrie? Ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous voulez avoir mon jugement moral sur l'Algérie comme sur la Syrie? Je vous l'ai donné. Sur ces deux autorités politiques, ce sont des pays probablement, à l'évidence, voyous, et ce sont des régimes dictatoriaux. Une fois que j'ai dit ça,
On a réglé quoi? Vous voulez que je fasse mon numéro de claquette en vous disant qu'il faut faire le rapport de force avec l'Algérie et que nous soyons incapables de renvoyer qui que ce soit? Alors que faire? Il faut que le président de la République s'investisse dans cette question. Et puis je vais vous dire une chose. Non mais d'accord, mais que faire? Que je vais dire et faire? Laissez-moi un instant pour dire les choses. Allez-y. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un ministère chargé de la seule question de l'immigration. De la seule question de l'immigration. Pas un ministère de l'Intérieur, un ministère de la Justice et un ministère des Affaires étrangères. Il faut un ministère qui traite de toutes ces questions en même temps. Et nous devons nous remettre autour de la table avec les autorités algériennes. Nous devons faire pression sur tous les sujets politiques. Organiser une conférence avec l'Algérie, faire notre boulot diplomatique, dire ce sur quoi nous pouvons peser. Je reviens sur la question... Fermeture des consulats, moratoire sur les visas, gel des avoirs des oligarques algériens. Il faut prendre toutes ces mesures immédiatement. Elles ne suffiront pas. C'est ça la vérité. Moi, je ne veux pas mentir aux Français. Je ne veux pas raconter de baratin en vous disant que parce qu'on va supprimer, et il faut le faire, quelques visas, on va régler le problème. Vous l'avez dit à l'instant, les autorités algériennes se nourrissent de ce rapport de force. Politiquement, ça leur rend service. Et donc, ce qu'il faut, c'est que depuis la question économique, depuis la question du gaz, jusqu'à la question de la sécurisation de la zone Sahel, définir ce que nous avons comme intérêt commun et installer ce rapport de force fondamental, mais pas seulement avec des phrases, avec des actes, parce que vous en conviendrez comme moi. Retailleau, ce ne sont que des phrases. Non, mais je n'ai pas de vocation à critiquer les uns les autres. C'est pas mon sujet. Le sujet aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin. Vous pensez à quelqu'un lorsque vous dites pas avec des phrases. Je pense à tout le monde. Je pense à tout le monde et je me mets dedans parce que la vérité c'est qu'on ne mesure pas l'envergure du sujet et vous voyez bien que sur cette question algérienne ce qui compte c'est qu'on puisse renvoyer des individus dangereux. Tant que nous n'aurons pas de solution à cette question, on aura fauté, on ne sera pas à la hauteur de nos responsabilités. Et moi, je refuse de revenir ici dans quelques semaines en ayant eu encore des attentats avec des individus. Je peux me plaindre en permanence de les avoir sur le sol. Ce que je veux, c'est qu'ils soient expulsés. Et je pense que c'est ce que les Français veulent. Ce que vous voulez, c'est ce que l'Algérie accepte de les reprendre. Oui, et c'est ce type de discussion qu'il faut que nous ayons avec eux. Je le redis, depuis la question de l'énergie jusqu'à la question des visas. Et sans oublier Boualem Sansal, qui est emprisonné injustement en Algérie et obligé de prendre un avocat non juif. Et c'est une honte absolue pour les valeurs que la France défend. Mais prenons cet exemple un instant. Oui. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans cette affaire? C'est que cet écrivain soit libéré. C'est ça qui compte. L'honneur de la France, c'est de réussir à le libérer. Et moi, je pourrais aller sur tous les plateaux de télévision, comme je l'ai souvent fait, en disant que c'était une honte. Ce qui compte pour moi, c'est la libération. Avec combien d'autorités dictatoriales la France a discuté depuis des années pour libérer des otages? Parce que c'est un otage. Parce que c'est un individu injustement emprisonné. C'est ça la diplomatie. Moi, ce qui compte, c'est que cet écrivain retrouve sa liberté ici en France, qui est aussi son pays. Aurélien Pradier, le narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic, une proposition de loi votée par le Sénat viendra à l'Assemblée nationale le 17 mars. Vous l'avez lu, évidemment, consulté. Est-ce que vous la voterez? Oui, je la voterai. Parce que c'est aujourd'hui le plus grand défi auquel la République et l'État ont à faire face. Mais je le dis au ministre de la Justice, comme je le lui ai dit il y a quelques jours. Il y a deux angles morts immenses qui vont perturber, mais qu'il faut traiter et que je traiterai. Le premier, c'est le trafic d'armes, y compris des armes revenues de Syrie, y compris des armes revenues d'Ukraine, qui font qu'aujourd'hui, dans notre pays, la circulation des armes est un fléau absolu. Et ce qui fait que le narcotrafic prospère, cette question de la lutte contre les armes, elle est plus fondamentale encore que la question de la lutte contre les consommateurs de drogue. Et j'ajoute un point, la corruption. Je sais que c'est un sujet qui va perturber. Il ne se passe pas une semaine dans notre pays sans que des autorités publiques, y compris des fonctionnaires parfois, tombent pour des affaires de corruption. Ça vaut pour des élus aussi. Et nous sommes face à une situation qui ressemble à celle de l'Italie il y a quelques décennies. Si nous ne luttons pas contre la corruption, parce que l'argent de la drogue non seulement tue, mais corrompt massivement, alors nous ne serons pas à la hauteur de la situation. Nous avons besoin, dans notre pays, d'une opération même propre. Je le dis, quitte à perturber, parce que c'est la clé du sujet. Et vous voyez, sur cette question, comme sur toutes les autres, être un responsable politique aujourd'hui... Parfois sur les libertés individuelles. Mais lutter contre la corruption n'est pas contradictoire avec les libertés individuelles. Partage d'informations entre juridictions, services de renseignement, pour accéder par exemple aux messageries cryptées. Pour ce qui est de ceux qui ont une responsabilité publique, la réponse est oui. Nous avons besoin d'un état de droit avec des règles. Et moi, je ne suis pas, comme Donald Trump et d'autres, dans une vision qui consisterait à dire que toutes les libertés écrasent tout, y compris les règles. Oui, évidemment que pour lutter contre la corruption, nous avons besoin de cela. Mais je vais aller sur un autre sujet éthique compliqué. La question des repentis.
Oui. Comment les Italiens ont lutté contre le narcotrafic il y a quelques années en donnant un statut à ceux qui s'étaient repentis, aux anciens narcos qui étaient venus donner de l'information. Y sommes-nous prêts dans notre pays? C'est une vraie question fondamentale, mais qui est nécessaire. Vous voyez, la mission d'un responsable politique dans ce moment bordélique, pour dire les choses comme elles sont, c'est parfois de lever un peu la tête du guidon. Oui, je pourrais vous parler des prisons de haute sécurité, oui, je pourrais vous parler de tout ça, je pourrais me faire plaisir. Sauf qu'il faut qu'on lève un peu la tête et qu'on dise que sur le narcotrafic, il y a la question de taper les consommateurs, c'est vrai, mais il y a deux questions plus fondamentales et perturbantes, la corruption et le trafic d'armes. Les consommateurs, vous êtes pour une légalisation ou pas? Mais évidemment que non. C'est le message le pire qu'on puisse adresser. Si on veut mettre un peu d'ordre dans une société, la première des choses, c'est certainement pas de légaliser les drogues. La présidence des Républicains, qui choisissez-vous? Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau? Je ne sais pas. Ah et bon? vous voulez que je vous dise au stade où j'en suis? Vous ne savez pas? Je m'en fous un peu. Mais vous êtes obligé de vous prononcer. Oui, sûrement, je Vous prendrai... êtes membre du bureau politique. Et puis, au-delà de ça, j'ai mes convictions, ma liberté de parole, je le ferai. C'est au mois de mai, Oui. nous avons du temps. Mais vous voyez bien, Jean-Jacques Bourdin, l'écart gigantesque qu'il y a entre les défis du monde, nous les avons évoqués, vous les évoquez Oui. souvent sur votre antenne, les défis du pays et la dimension de cours d'école de notre vie politique. Mais pourquoi? Le fait que Bruno Retailleau se soit présenté à la présidence LR, c'est une réaction de cours d'école? Vous ne me trouverez pas dans cette petite critique des uns ou des autres, c'est pas le sujet. C'est ce que vous dites. Mais vous dites c'est de la cour d'école. Mais la cour d'école, je le dis parce que la guerre des chefs, à un moment où le monde est en train de basculer, Oui. où notre pays n'a jamais été aussi affaibli, pardon de vous dire que je trouve ça légèrement décalé. Et que Ils ont tort les deux. Ils ont tort les deux de jouer à cette guerre des chefs. Je leur demande juste, et je pense qu'ils en sont capables, de lever la tête du guidon et de se dire que dans un moment historique, les responsables politiques doivent se comporter comme de vrais responsables politiques. Vous positionnerez quand même. Oui, il y a de fortes chances que je me positionne, mais moi-même, ma Pour décision de savoir, et peut-être même pour aucun de ces deux-là, je n'en sais rien, il y a encore quelques semaines. Et vous mais serez candidat, vous? Je n'en sais rien, je n'ai pris aucune décision, et je vous assure que ce n'est pas une pirouette. Ce qui obsède mon esprit, ce qui, je vous le dis comme je le pense, m'empêche souvent de dormir, c'est l'état de mon pays et l'état du monde. Et j'aimerais que les responsables politiques soient un peu plus préoccupés par ça. Si je vous parle de candidature, c'est parce que vous avez été candidat en 2022 à la présidence des LR. Oui, vous avez fait 22% au premier tour. C'est vrai, oui. Et c'était un beau score d'un moment où les choses étaient difficiles. Oui. J'ai fait entendre ma parole et je continuerai à le faire, Jean-Jacques Bourdin. Mais vous savez, j'ai fait le choix, après la dissolution, d'être député non inscrit. Je garde des amis fidèles dans ma famille politique. Mais simplement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parti gaulliste dans notre pays. Et qu'il faut le reconstruire, le parti gaulliste. Et qu'il faut le reconstruire en dehors de ce qui existe. Et en dehors des LR, il faut reconstruire un nouveau parti, en quelque sorte. Mais il y en a plein, il y a David Lisnard qui a lancé un mouvement, enfin tout le monde lance des mouvements. Non, moi je n'en ai pas, lancé, Jean-Jacques Bourdin. Mais vous pourriez, je sais pas, trouver une alliance, puisque vous avez une fibre sociale. Est-ce que vous pourriez trouver une alliance avec des socialistes, avec créer, je ne sais pas moi, un genre de social-démocratie de droite, je sais pas. La social-démocratie m'a jamais passionné, la mollesse m'a jamais passionné. Oui. Bon, mais alors. Je pense que nous avons besoin d'aventuriers dans cette période. Et que oui, tout ce qui est sur la table de l'offre politique du moment est dérisoire. Et que nous avons quelque chose d'autre à construire. Mais vous savez, quand les gaullistes, et quand le général de Gaulle, je ne me compare évidemment pas avec lui, ont bâti ce qu'ils ont bâti dans notre pays, ils ont cassé des codes. Ils étaient révolutionnaires. Moi, je pense qu'il faut que la révolution change de camp. Je pense qu'il faut que tous ceux qui sont profondément patriotes, et il y en a d'un côté comme de l'autre, s'unissent. Oui, je le pense. Et vous parliez de David Lisnard ou d'autres, je discute avec eux. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai changé. Il y a une époque où je discutais avec personne. Maintenant, je discute avec beaucoup de monde. Et c'est aussi la règle, y compris du gaullisme, de rassembler. Dans les semaines qui viennent, je vous surprendrai, Jean-Jacques Bourdin. Je discute avec des femmes et des hommes qui ont envie de reconstruire ce pays, qui sont profondément patriotes. C'est-à-dire, dites-moi. Y compris de personnalités avec qui aujourd'hui je discute et avec qui demain nous ferons des choses ensemble. Lesquelles? Vous verrez. De quel bord politique? Non mais attendez, Aurélien Pradier, vous pouvez pas me dire ça. Si je peux vous le dire, Jean-Jacques Bourdin, sans en dire plus, c'est pas possible. Ça me fera l'occasion de revenir. Non, mais je vous réinviterai. Ne vous inquiétez pas, mais allez-y. Je le fais déjà.
Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, nous étions autour de Natacha Polony, une de vos consoeurs, à débattre des députés de tous horizons politiques sur la question de ce qu'était la souveraineté pour un pays. Quand je réunis au Collège des Bernardins et que je fais un débat depuis François Ruffin jusqu'à des personnalités très marquées à droite sur la question du travail ou de la dignité, je fais ce chemin-là. Vous pourriez vous allier à des personnes comme François Ruffin, par exemple? Mais la question ne se pose évidemment pas. La question, c'est de sortir de toutes nos petites, misérables habitudes de tactique politique. Il faut des bâtisseurs. On n'aurait pas reconstruit ce pays à l'après-guerre. Donc vous êtes prêt à construire un mouvement? C'est quoi? Un parti, un mouvement? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé aujourd'hui. C'est-à-dire? À l'après-guerre, comme en 58, Jean-Jacques Bourdin, ce ne sont pas des petits appareils politiques qui reconstruisent le pays, ce sont des alliances de bâtisseurs. Donc des alliances avec le RN, avec le PS, avec je ne sais pas. Avec des personnalités qui n'ont pas froid aux yeux. Et ça nous fera du bien. Ben, et vous pensez à qui? Il y en a beaucoup, d'ailleurs vous les recevez à ce micro. Alors allez-y, qui? Dites-moi donc, donnez-moi 2-3 noms. Jean-Jacques Bourdin. Vous ne voulez rien dire? Non, c'est pas que je ne veux rien dire, c'est que je veux faire les choses étape après étape. Et que je suis certain que dans notre pays, les Français ont besoin qu'une bande d'aventuriers se remettent à aimer profondément ce pays et à le reconstruire. Donc, vous lancez une bande d'aventuriers. Oui, et à renverser la table. Parce que nous avons besoin dans cette période beaucoup plus de corsaires que de limaces. Bien, merci Aurélien Pradier d'être venu nous voir. Merci à vous. Député du Lot ce matin sur l'antenne de Sud Radio, il est 9h. Et c'est après. Non, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman qui seront là et non pas Patrick Roger. Patrick Roger, c'est pour 10h30.